Une société inclusive ne défend pas seulement le droit de vivre, mais aussi celui d'exister. Cette phrase prononcée par Charles Gardou, anthropologue et professeur, donne le ton à ce premier épisode, Clap, d'une série de vidéocasts. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Julie. Vous allez bien ? Oui, ça va. On est ravis de vous avoir pour ce premier épisode qui va justement inscrire un référentiel commun aux nombreux sens et significations du terme accessibilité. Patrice, donc vous êtes doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales qui réunit des chercheurs et des étudiants du monde entier et qui fait coopérer donc toutes les disciplines des sciences sociales pour comprendre les sociétés dans leur complexité. Je ne vais pas trop m'attarder sur votre présentation parce que vous allez le faire, mais en tout cas vous avez entrepris donc une thèse depuis plus de 2 ans sur les politiques publiques d'accessibilité en France et vous êtes ancien directeur général adjoint de l'association APF France Handicap. Donc, je vous laisse donc la parole. Déjà, vous présenter quel a été pour vous l'élément déclencheur pour entreprendre ce besogneux travail d'une thèse après une carrière engagée. Et puis, peut-être nous rappeler à quoi fait référence cette notion, puisqu'en France, plus de 12 millions de personnes sont concernées par un handicap, permanent ou temporaire. Et pourtant, le terme accessibilité reste encore souvent flou ou alors réduit à une question d'aménagement. Donc pour partir peut-être sur des bases communes, j'aimerais qu'on revienne donc sur la portée réelle de cette notion. Oui, donc merci de m'inviter pour cette première. Je suis Patrice Ripoteau. J'ai été, comme vous l'avez dit, directeur général adjoint d'APF France Handicap pendant plus de 35 ans. C'est-à-dire, j'ai agi et j'étais acteur de la société civile, tant au niveau local, en Ille-et-Vilaine, qu'au niveau national. Et à la retraite, il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer dans un travail de recherche, de prendre du recul par rapport aux actions que j'avais menées et en ciblant sur les questions d'accessibilité. Alors, ce qui a été déclencheur pour moi en 2023, c'est que déjà en 2021, il y a eu des observations de l'ONU pour signaler que la France était en retard sur les questions d'accessibilité. Le Conseil de l'Europe aussi a pris une décision en 2023 critiquant et dénonçant la violation des droits de l'homme par la France, et notamment sur les questions d'accessibilité. Et puis, on approchait de 2025, qui est l'année anniversaire de la loi 75, qui a été la première loi qui a parlé de l'accessibilité, et puis de la loi de 2005. Donc, tous ces ingrédients m'ont amené à me poser des questions sur pourquoi ça n'avance pas, la question d'accessibilité, pourquoi ça revient en permanence. Et la démarche de recherche était pour moi un bon levier de prendre du recul par rapport aux actions que j'ai menées, que l'on a menées avec l'Association des paralysés de France, mais aussi quelles ont été les évolutions des politiques publiques, et là depuis plus de 50 ans. Et donc ce travail s'appuie sur un certain nombre de documents, de lectures, de rapports publics, des lois, des débats parlementaires. D'abord, il y a eu aussi la question de la définition de l'accessibilité. Donc le terme accessibilité est relativement récent. Il émerge par des définitions à partir des années 70. Avant, on parlait de barrières architecturales ou d'accès aux handicapés, mais le terme accessibilité émerge à un niveau national et international à partir des années 70. Et aujourd'hui, ce terme, comme le dirait un autre chercheur, Frédéric Richard, c'est un terme protéiforme. Moi, je parle d'un terme multidimensionnel parce qu'il couvre de nombreux domaines d'activité dans le champ de l'éducation, de l'emploi, mais aussi de la vie citoyenne, de la participation sociale, des loisirs, du tourisme, plein de domaines. Et puis aussi couvre de nombreux domaines techniques, parce que c'est bien entendu l'accessibilité physique, matérielle, mais c'est aussi une accessibilité liée à la communication, liée aussi au déficit sensoriel, à toutes les questions aussi numériques. Donc aujourd'hui, quand on parle d'accessibilité, on touche de nombreux domaines. Et pour ces nombreux domaines, les problématiques sont différentes et les réponses sont différentes.
Merci pour ces premiers éléments de réponse qui posent comme ça justement un socle un peu commun sur les représentations qu'on peut avoir sur l'accessibilité. Pourquoi est-ce qu'on parle davantage d'accessibilité ces dernières années? On se rend compte que depuis 20 ans, justement, on a un stock de normes, de règles, d'outils comme ça pour venir mesurer l'accessibilité qui a quasiment doublé. Comment est-ce qu'on explique cette mise en lumière assez récente finalement des usages? Alors je ne sais pas si c'est aussi récent que ça qu'on en parle autant de l'accessibilité, puisque déjà depuis les années 60, on a commencé à en parler. Au Parlement, on a continué à en parler aussi régulièrement des questions d'accessibilité. C'est peut-être la diversité des domaines que ça touche qui fait que l'on n'entend plus parler de l'accessibilité. Et puis j'ai identifié une rupture avec la loi de 2005, puisque là, on ne touche plus seulement l'accessibilité, notamment d'un point de vue matériel physique, qu'aux bâtiments neufs, mais aussi aux bâtiments existants. Et donc là, ça oblige un certain nombre d'acteurs à se mobiliser pour rendre accessible ce qui ne l'était pas. Alors que quand on touchait que le neuf, eh bien, c'était que les constructions nouvelles qui étaient concernées. Ce qui fait que de nombreux acteurs se sont sentis concernés, interpellés pour rendre et mettre accessibles donc leurs locaux, que ce soit les commerçants, les professions libérales, bien entendu les bâtiments appartenant à l'État, mais aussi les collectivités locales, qu'elles soient petites ou grandes. Donc c'est toute la société qui est interpellée, et je situe une rupture avec la loi de 2005, puisque dans les débats parlementaires, on voit bien qu'un certain nombre de questions sont relayés par les députés ou les sénateurs pour dire que tel ou tel acteur de la société civile a des difficultés à rendre accessible. Ce qui fait que le débat devient de plus en plus public. Comme vous venez de le dire, on parle depuis les années 60 de l'accessibilité, mais on se rend bien compte que c'est depuis les 20 dernières années, avec un stock de normes qui a donc augmenté, avec effectivement le fait que la personne est bien située sur une notion de parcours, et d'éviter cette rupture de parcours et qu'on puisse en tout cas agir sur toutes les facettes de la vie de la personne. Donc on sait que c'est un enjeu majeur pour plusieurs millions de personnes. En tout cas, c'est aujourd'hui rendu bien visible aussi par les pouvoirs publics. Et on estime d'ailleurs qu'une personne sur 3 sera concernée. Comment cette réalité, elle reconfigure notre vision du vivre ensemble et de la citoyenneté, concrètement ? Oui, bien ce qu'il faut voir, c'est penser en termes d'inaccessibilité. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire inaccessible, hein? On inverse le sujet. Être un lieu inaccessible, un service inaccessible, c'est-à-dire qu'on empêche une personne de vivre comme tout le monde. Donc de manière concrète, hein, c'est-à-dire je ne peux pas être un consommateur comme les autres, puisque je ne peux pas acheter là où je veux, y compris pour un certain nombre de personnes sur le numérique. On ne peut pas non plus se déplacer comme tout le monde, donc il faut parfois réserver 24 heures, 48 heures des services spécialisés pour pouvoir se déplacer. On ne peut pas prendre le train comme tout le monde, on ne peut pas aller et venir comme tout à chacun, y compris pour participer parfois à des réunions publiques, à des campagnes électorales. Ça va être bientôt le cas des municipales, où un certain nombre de réunions se tiendront parfois dans des lieux inaccessibles. Donc c'est vraiment tous les domaines de la vie sociale, citoyenne, mais c'est aussi ne pas partir, voyager, même aller voir des amis, parce qu'ils sont dans des logements inaccessibles. Donc c'est vraiment tous les domaines de la vie. Et donc l'inaccessibilité, c'est-à-dire que les personnes sont empêchées de vivre comme tout le monde. Et comment on va mesurer, quels outils justement permettent d'objectiver l'expérience usagée? Et je crois que d'ailleurs vous avez quelques chiffres qui concernent les ERP, qui sont réellement accessibles. Donc comment, pour qu'on comprenne bien, voilà, quels outils il existe? Bien, malgré une loi qui date, la première loi de 75, et qu'on débat de l'accessibilité depuis les années 60, aujourd'hui, la délégation ministérielle à l'accessibilité, sur des chiffres de 2022, eh bien, nous indique que 3/4
établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Essentiellement, ce qu'on appelle les établissements recevant du public de proximité, c'est-à-dire les commerçants notamment, ne sont pas accessibles. Alors, certains, c'est pour des raisons techniques, donc il y a des contraintes techniques que l'on peut comprendre. Donc là on n'a pas le nombre de lieux qui ne sont pas accessibles pour ces raisons-là, mais ça reste quand même donc un stock important de lieux inaccessibles. Et donc, concrètement aussi, et me déplaçant en fauteuil roulant, je fais parfois des tests comme ça pour voir comment les choses évoluent avec un peu une analyse, c'est de se promener dans une rue commerçante et de regarder donc les entrées des commerces. Et donc on voit ici ou là des commerçants qui ont abaissé leur petite marge de 3-5 cm, mais aussi un certain nombre de commerçants qui ont maintenu leur marge de 3-5 cm alors qu'ils auraient pu le faire. Donc on voit bien à la fois une évolution de la société où un certain nombre d'acteurs rendent accessible, mais aussi un certain nombre de résistances, puisque parfois et régulièrement on voit des lieux qui auraient pu être accessibles et les travaux n'ont pas été faits. Et dans les outils, donc on a par exemple le RG2A pour l'accessibilité numérique, on avait anciennement l'ADAP. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces outils ? Oui, donc comme vous l'avez dit, depuis 20 ans, même 50 ans, il y a un certain nombre de normes, de règles qui ont été fixées, y compris aujourd'hui avec le numérique. Donc ça donne des cadres pour pouvoir définir ce qu'il faut faire, ne pas faire. Comme vous citez les ADAP qui sont des agendas d'accessibilité programmés, donc là on est plutôt dans des procédures pour rendre et faire des travaux dans le temps. Concernant les ADAP, donc elles sont terminées, ce dispositif depuis 2024. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les établissements recevant du public, puisque c'est particulièrement mon domaine de recherche, eh bien, le dispositif n'existant plus. Aujourd'hui, il n'existe plus de dispositif permettant d'avancer sur l'accessibilité des établissements recevant du public, puisqu'il n'y a plus d'ADAP. Donc l'État n'a plus que les moyens d'accompagner des établissements recevant du public qui voudraient se rendre accessibles, notamment les ERP de proximité, mais aussi d'organiser des contrôles, voire des sanctions pour pouvoir avancer. J'entendais récemment le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées qui évoquait qu'aujourd'hui, on risque d'être dans une situation où rien n'avance, où ça n'avancerait plus, puisqu'il ne va rien se passer, puisqu'il n'y a plus de dispositif, de levier public pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, on a un angle mort dans les politiques publiques. Alors plus qu'un angle mort, on va dire, parce dans le viseur, on a justement ces disparités de qualité d'accueil des usagers. Mais si aujourd'hui je suis une collectivité et que je souhaite entreprendre des travaux dans mon parcours, en tout cas bâtimentaire, je n'ai pas d'aide à disposition ? Eh bien, les préfectures et les directions qui sont concernées au sein des préfectures ont des dispositifs pour accompagner, donc des maîtres d'ouvrage qui voudraient rendre accessible leur site, mais il n'y a plus de dispositif d'aide. Alors je viens d'apprendre récemment que le président de la République, en 2023, avait annoncé la création d'un fonds territorial d'accessibilité de 300 millions d'euros pendant 5 ans, donc 1,5 milliard. Ce fonds est très peu utilisé et va disparaître puisqu'il n'est pas utilisé. À peine 900 ERP auraient bénéficié ou bénéficieront de cette aide alors qu'il y a 2 millions d'ERP en France. Donc, aujourd'hui, la crainte, c'est que rien ne se passe et quels vont être les nouveaux dispositifs demain qui permettront d'avancer. Pour moi, je vois un triptyque que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, qui est il faut de l'accompagnement pour tous ceux qui voudraient se rendre accessibles et qui ne savent pas comment faire, un accompagnement. Parfois, il peut exister
dans certains dispositifs, dans certains cadres, dans le tourisme, dans la culture, des aides publiques ou pour les commerçants, des aides financières, pas ciblées accessibilité, mais qui peuvent permettre quand même de faire des travaux. Mais c'est aussi le contrôle, c'est-à-dire que l'État doit contrôler si le lieu est accessible, parce que normalement tous les lieux devraient être accessibles. Donc il peut y avoir un contrôle. Ce contrôle a parfois un effet que les ERP contrôlés décident de faire des travaux, que la peur du gendarme, comme on dit, et éventuellement la sanction, qui, bien entendu, comme disent un certain nombre d'acteurs, c'est pas par la sanction qu'on fait avancer une société, mais la peur du gendarme peut permettre parfois de faire évoluer des comportements. Après donc ces premiers échanges autour de la définition et puis de la compréhension des fondamentaux autour des notions de l'accessibilité, on parlera peut-être un peu d'inclusion plus tard, mais peut-être un état des lieux qu'on a amorcé ici, mais quel fait marquant ou quelle expérience peut-être de terrain illustre pour vous le mieux l'état de l'accessibilité aujourd'hui, parce que donc on a évoqué que près de 3 ERP sur 4 restent inaccessibles. Souvent, les situations concrètes sur le terrain disent plus que de grands discours. Quelle scène, peut-être, une enquête ou une observation résume pour vous le mieux peut-être l'état actuel de l'accessibilité aujourd'hui en France ? L'accessibilité, je dirais, c'est un chantier inachevé. D'abord parce qu'il y a encore de nombreux sites à rendre accessibles, mais même quand c'est accessible, ou dit accessible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marche, etc., c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir bénéficier de l'ensemble des services, pouvoir circuler à l'intérieur d'un bâtiment. Il y a une chercheuse, Anne-Lise Chabert, qui a fait part d'une expérience personnelle, puisqu'elle se déplace elle-même en fauteuil électrique, de 3 piscines qui sont accessibles, une moyennement accessible, minima, une moyennement accessible, un peu plus, donc, et une très bien accessible. Et elle les a testées, les 3 piscines, et ce qui l'a marqué, finalement, c'était celle qui était au milieu, c'est-à-dire qui était accessible, pas totalement accessible, mais c'est là où il y avait l'aide humaine. C'est-à-dire qu'on pouvait l'aider aussi à se mettre dans l'eau, on pouvait aussi l'aider à se changer dans les vestiaires. Donc il y avait cette dimension humaine, et que ça, c'est une évolution de l'accessibilité, parce qu'il y a dans un certain nombre de lieux où on est dans le bâtiment, mais on n'a pas d'aide, et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont des difficultés. Un autre exemple qui a été aussi l'expérience des Jeux olympiques et paralympiques, où le nombre de volontaires des Jeux olympiques marquait une bienveillance à l'égard des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est ces évolutions de l'accessibilité qui marquent aujourd'hui l'enjeu de l'accessibilité au-delà des dimensions physiques. Et c'est ce que je repère dans ma recherche, que cette question d'accessibilité, même travaillant sur ces dimensions physiques, elle est limitée si on ne prend pas en compte la globalité des difficultés rencontrées par les personnes, et qui sont très diverses. Donc on a une ingénierie de l'accessibilité qui est portée et animée par toute une chaîne d'acteurs, mais sans justement ce maillon humain de formation, de sensibilisation. En fait, ça devient quasi obsolète. Oui, un autre exemple qui est dans le secteur du tourisme, là aussi où il y a beaucoup d'enjeux sur l'accueil de la clientèle, comment répondre de manière spécifique à des besoins particuliers, mais je dirais n'importe quel touriste ou tout touriste a des besoins particuliers en fonction de ses souhaits, ses attentes, et donc c'est bien le rôle des professionnels du tourisme et de l'accueil de prendre en compte l'expression des personnes. Ça peut nous amener aussi dans une évolution de l'approche de l'accessibilité, parce que l'accessibilité, elle a longtemps été sur une approche physique, et puis ciblée sur des personnes en fauteuil roulant. Et puis après, on a commencé à parler d'accessibilité universelle, qui pouvait concerner un public beaucoup plus large, et de conception universelle, c'est-à-dire comment on conçoit les lieux pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est sur ces approches de qualité d'usage, de confort d'usage, et donc d'expression aussi d'usage des personnes en situation de handicap, mais tout à chacun. C'est-à-dire comment quelles sont les expériences
des personnes et comment je peux prendre en compte ces expériences de personnes pour concevoir les espaces et la vie dans ces espaces et le vivre ensemble dans ces espaces. Et donc, c'est aussi une évolution de l'approche de l'accessibilité. Patrice, vous évoquiez l'accessibilité, toc toc toc, hop, je peux rentrer, la porte s'ouvre et je peux accéder à un espace. Justement, est-ce qu'on peut apporter dans cette notion de choix que l'on offre à la personne? Pour moi, c'est aussi ce qui rejoint le principe d'équité. Est-ce qu'on peut faire le lien avec l'inclusivité? Est-ce que finalement, c'est pas aller plus loin que l'accessibilité, que de parler d'inclusivité où on offre le choix à la personne de se saisir ou pas de dispositifs justement lui permettant d'accéder ou aux mêmes conditions favorables pour assister, que ce soit à un événement, de se rendre à sa mairie ou chez son commerçant? Oui, le terme inclusivité ou le terme inclusion, j'aime pas trop ces termes. Pourquoi? Alors, certes, ils ont montré une évolution de la manière de penser, la présence et la place des personnes en situation de handicap, puisque ce terme d'inclusion, d'inclusivité succède au terme d'intégration, d'insertion. Mais aujourd'hui, comme tel qu'il est utilisé, ça revient parfois à remplacer par des termes intégration et insertion, même si c'est une évolution avec le terme inclusivité. Je préfère la société inclusive, comme l'en parle Charles Gardou, qui est une société où chacun a sa place, a un rôle. Mais j'entendais aussi récemment, on parle par exemple d'école inclusive, mais pourquoi ne pas parler plutôt de scolarisation des élèves en situation de handicap? Et donc, même le terme inclusif peut amener une stigmatisation d'une population, même si elle est mélangée et avec tout le monde. Donc, il faut plutôt penser, par rapport aux personnes en situation de handicap, mais aussi par rapport aux questions d'accessibilité comme étant quelque chose, ou des personnes, que c'est dans l'ordinaire, c'est presque de la norme. C'est-à-dire, la norme, c'est que chacun a une diversité. Nous sommes dans une société diverse où chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer et éviter des termes qui peuvent amener progressivement dans le temps à maintenir une stigmatisation des personnes en situation de handicap. C'est aussi un peu culturel puisque les termes diversité, inclusion et équité, le berceau, c'est les États-Unis. Alors, actuellement, il y a un retrait, en tout cas, de ces fondements, mais il y a une dimension plus sociale et culturelle dans le terme de l'inclusion. C'est un des termes moins récents encore que l'équité, et qui, finalement, peut-être en France, avec nos fondements républicains, universalistes, on avait l'impression, on avait la peur de stigmatiser, comme vous disiez, de créer encore des catégories. Est-ce que c'est aussi peut-être cette crainte-là, peut-être? Oui, alors, comme je disais, le terme d'inclusif permet quand même d'avancer culturellement sur l'approche et la conception de la place et les rôles des personnes en situation de handicap. Mais comme très souvent, comme je disais aussi tout à l'heure, il y a parfois un recul dans l'utilisation de ce terme parce que, quand on va parler d'école inclusive, on va penser aux personnes en situation de handicap et on va déjà encore à nouveau les mettre dans un secteur particulier. Et on voit bien les réticences aujourd'hui, notamment à l'école, d'accueil d'élèves en situation de handicap, malgré une école inclusive. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on parle plutôt de scolarisation des élèves en situation de handicap, qui permet, et le terme de scolarisation, tout le monde le comprend, de scolarité, tout le monde le comprend. Le grand public, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le terme d'inclusion ou le terme d'inclusivité. Et donc, de ce fait, on n'est pas compris par tout le monde. Ok, j'entends. Très bien. D'après vous, dans quel domaine plus spécifique peut-être un écart est plus creusé entre les discours et puis la réalité? On a des résultats encore de ces politiques publiques qui sont contrastés. Où est-ce que cet écart vous paraît peut-être aujourd'hui le plus flagrant dans le quotidien?
Non, c'est pas un domaine, mais c'est plutôt, et au regard des recherches que je suis en train de mener, j'ai lu un certain nombre de rapports publics, de débats parlementaires, de questions des parlementaires au gouvernement. Donc l'écart que je repère, c'est que sur l'objectif d'accessibilité, tout le monde est d'accord. Donc chaque intervention... Bien sûr, personne ne peut être contre. Oui, mais démarre en réaffirmant fortement l'enjeu et l'objectif de l'accessibilité, de reconnaître la place et le rôle des personnes en situation de handicap dans la société. Mais juste après, c'est-à-dire un paragraphe après, ou la phrase suivante, c'est de pointer les difficultés qu'il y a à rendre accessible. Et donc, derrière, c'est comment on peut assouplir les règles, comment on peut assouplir les obligations, comment on peut différer dans le temps la mise en accessibilité. Et donc, c'est pour ça que on pointe, il y a pas mal de discours sur les retards de l'accessibilité, mais c'est là que moi j'ai repéré en fait cet écart entre un discours, je dirais positif, et puis tout de suite par les mêmes ceux qui pondent en même temps ces objectifs positifs, eh bien des souhaits de résistance, de frein à la mise en accessibilité, et qui se concrétise par les chiffres que je donnais tout à l'heure, que les 3/4 des ERP ne sont pas accessibles. Justement, on va revenir ensuite sur les principaux freins qui peuvent expliquer ce type de comportement. Peut-être, ce qui est hyper intéressant pour nous dans CLAP, c'est d'avoir quelqu'un qui, après plus de 35 ans sur le terrain, aujourd'hui réalise des travaux. Alors, qu'est-ce qui a pu vous surprendre le plus à travers vos travaux, justement, avec cette distance scientifique? Qu'est-ce qui vous a étonné positivement ou négativement, ou les deux? Donc, je suis au début de ma recherche, donc je collecte un certain nombre de données. Parmi ces données, j'ai pu rassembler à peu près 700 questions écrites de parlementaires au gouvernement, depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et je synthétiserai ce que j'ai pu observer par l'anatomie d'un retard annoncé. C'est-à-dire que depuis les années 60, on a des parlementaires qui interpellent le gouvernement en dénonçant l'inaccessibilité, les délais qu'il faut, la lenteur des textes, le manque de textes qu'il y a sur l'accessibilité, qu'il faudrait avancer, les difficultés rencontrées par les personnes. Et puis, d'une manière continue, le gouvernement qui fait sans arrêt des promesses. Non, mais ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle loi qui va paraître. Ne vous inquiétez pas, on a bien conscience du problème, on va faire un rapport. Ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau texte qui va paraître. Ne vous inquiétez pas, on va avancer. Mais ça revient en permanence, donc en boucle. Et c'est ce qui m'a le plus surpris dans mes recherches, sur plus de 60 ans de travaux sur l'accessibilité, l'impression qu'on est toujours en boucle. On tourne en rond. On tourne en rond. Et donc, quand je dis que c'est une anatomie d'un retard annoncé, c'est-à-dire que il y a 30 ans, 40 ans, le gouvernement dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on va avancer ». Et puis 20 ans après, un gouvernement va dire « Oui, on s'est trompé, mais ne vous inquiétez pas, on va avancer avec un nouveau texte ». Donc voilà, donc c'est ce qui m'a le plus surpris, parce que concrètement, c'est des personnes qui voient leur environnement ne pas évoluer. Donc c'est quoi? On se file la patate chaude entre chaque nouveau quinquennat? Quels sont les objectifs selon vous, les obstacles les plus puissants qui entravent cette action publique finalement? Est-ce que c'est un sujet qui... Alors, dans l'analyse des questions écrites et surtout des réponses du gouvernement, je n'ai pas vu de différence en fonction des quinquennats. J'avais l'impression que c'était toujours les mêmes qui répondaient. Donc, ce qui freine, alors bien entendu, et ça peut se comprendre, et tout, viennent immédiatement les contraintes techniques, les contraintes financières. La question du délai qui apparaît aussi quand il faut mettre en accessibilité dans un délai de 10 ans, pour certains c'est un délai trop court. Mais j'ai vu aussi dans l'analyse là de rapports publics qu'on présente l'accessibilité comme étant un effort. Certains évoquent aussi la frilosité.
des maîtres d'ouvrage pour rendre accessible. Il y a une démarche aussi d'attentisme. Il y a des nouvelles règles qui arrivent. Bon, j'attends un peu pour voir ce que ça va donner et je fais pas. Et puis, comme il y a une personne qui vient me taper sur les doigts, je fais rien. Comme ça, je fais des économies. Alors que les travaux ne sont pas forcément tous coûteux. Donc, il y a aussi, et là, il faut que je regarde s'il y a une particularité française en termes de culture aussi française, de l'accessibilité, de politique du handicap. Donc, parfois, c'est pointé dans certains rapports ou certaines analyses sociologiques. Donc, il y a un ensemble de contextes. Et puis, comme je le soulignais tout à l'heure, il y a de différents domaines d'activité. Et donc, les problématiques d'accessibilité dans le tourisme, dans l'éducation ne sont pas de même nature. Alors, on voit des secteurs où il y a eu une démarche plus active de mise en accessibilité, comme dans le secteur du tourisme, de la culture, où là, il y a des démarches actives pour développer l'accessibilité, mais il y a encore de multiples lieux culturels ou touristiques qui sont inaccessibles. Vous le disiez tout à l'heure, Patrice, un lieu inaccessible, c'est un citoyen qui est empêché de sa pleine participation à la société, que ce soit à l'emploi, à la mobilité ou tout simplement à sa participation démocratique. Concrètement, c'est quoi les risques pour une société si on continue sur cette trajectoire ? Si on continue, alors il peut y avoir, je dirais, une approche très, très critique des personnes en situation de handicap par rapport à la société. On voit d'une manière là très, très concrète, c'est qu'un certain nombre de personnes en situation de handicap hésitent parfois à sortir ou vont tenter une expérience et elle va être ratée parce qu'un lieu aurait été inaccessible, ils auront été mis en difficulté dans leur déplacement. Et on risque de voir de plus en plus des personnes se replier sur elles-mêmes, surtout si elles ne voient pas avancer l'accessibilité autour de chez elles. Quand on voyait ces dernières années des lieux se rendre progressivement accessibles, ça pouvait donner le sentiment que la société évoluait. On le voit dans les cas de l'école, où certains s'interrogent sur faut-il scolariser tous les élèves en situation de handicap demain dans des lieux ordinaires, et puis pourquoi pas les orienter dans des établissements. On pourrait avoir aussi des glissements. Faut-il vraiment rendre tous les lieux accessibles parce que ça coûte cher, parce que c'est difficile, parfois c'est complexe, mais faut-il rendre tous les lieux accessibles alors que les personnes peuvent très bien rester chez elles et commander sur Internet ou faire appel à des amis pour consommer, pour se déplacer, y compris demain pour voter avec des machines électroniques pour les votes. Voilà, donc il y a ce risque de repli sur soi. Donc des personnes en situation de handicap, alors que, comme tout à chacun, il est important de pouvoir vivre avec les autres et sortir de chez soi. Des études, des sondages mettent en évidence le retour le retour social significatif qu'il peut y avoir justement à faire vivre cette diversité, que ce soit dans le monde de l'entreprise, donc le retour des managers, que ce soit juste même à l'échelle d'une organisation, d'un événement, etc. Alors comment on peut rendre accessible, comment on peut rendre désirable cette accessibilité et non plus qu'elle soit perçue comme une contrainte? Comment on change cet imaginaire et faire de l'accessibilité un moteur d'innovation plutôt qu'une obligation? Parce que finalement, les barrières sont peut-être physiques, mais elles sont aussi en termes de croyances, d'imaginaire. Oui, l'un des premiers leviers, c'est de se dire qui sont les personnes en situation de handicap, parce que très souvent on réduit les personnes en situation de handicap à des personnes se déplaçant en fauteuil roulant, alors qu'il y a une diversité de situations de handicap. Alors, les plus connus, sensoriels, des aveugles, des sourds, mais c'est aussi des personnes ayant un handicap intellectuel. Mais 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Et aussi, beaucoup de personnes peuvent être dans des situations temporaires de situations de handicap. Et là, on touche beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de monde, et que finalement, la question de situation de handicap peut concerner tout le monde.
à un moment ou un autre de sa vie, y compris quand on vieillit, dans tous ces domaines. Et donc, on voit bien par rapport à l'emploi, y compris la question de handicap, par rapport dans le domaine de l'emploi, ça peut aussi concerner des aidants qui ont un proche en situation de handicap et pour lequel l'aidant qui a une activité professionnelle peut être en difficulté dans le cadre de son travail. On voit des entreprises développer des politiques en faveur des aidants. Donc, on voit bien que ça touche de nombreuses personnes finalement. Dans le domaine touristique, il y a eu des rapports que j'ai pu consulter là récemment qui parlent de retombées économiques que peut avoir aussi donc la mise en accessibilité. J'ai pu lire aussi que parfois il y a des lieux qui sont rendus accessibles, mais les propriétaires et les exploitants de ces sites n'en parlent pas ou le signalent pas. Et dans une étude comparative, on montrait que dans d'autres pays, au contraire, quand il y avait un lieu qui était accessible, eh bien, c'était valorisé, c'était connu, et ça pouvait permettre aussi à un certain nombre de personnes qui se trouvaient empêchées ou exclues de ces sites de pouvoir venir, et pas que de l'accessibilité physique, mais aussi tous les services qui peuvent tourner autour de l'accessibilité. Et donc, c'est tous ces levier pour non plus considérer l'accessibilité comme des normes, une réglementation, une obligation, mais au contraire des moyens de diversifier en fait les publics à qui on s'adresse, de permettre aussi une amélioration de qualité de vie pour tout à chacun. Donc quand on travaille sur les questions d'usage, des qualités d'usage, eh bien c'est aussi la qualité de vie pour tout le monde que l'on touche et pour tout à chacun. En fait, on voit bien que quand mes particularités sont prises en considération, eh bien, j'ai plus envie de revenir dans cet endroit et de plus le fréquenter. Et là, ça concerne tout le monde. Là, vous mettez en avant justement l'approche culturelle que l'on peut avoir dans l'information et la mise en lumière des dispositifs pour la personne qui, dans son parcours, aura été informée des conditions favorables pour qu'elle puisse, elle aussi, participer. Plusieurs pays européens ont pris une longueur d'avance sur ces bonnes pratiques, notamment en Scandinavie ou encore aux Pays-Bas, et puis on le voit aussi chez d'autres pays voisins, avec des politiques d'accessibilité qui ont pris en compte ces normes-là dès la conception. Quelles initiatives vous semblent transposables ou exemplaires aujourd'hui ? Alors, par rapport à d'autres pays, c'est plutôt une démarche des processus, et notamment de lutte contre les discriminations, qui sont des leviers. Mais en France aussi, il y a des initiatives qui ne demandent que à être partagées, aussi dans les rapports et dans les études publiques que j'analyse actuellement. La dimension de partage d'expériences, de bonnes pratiques, revient souvent, pour aussi, c'est un autre levier qui peut faciliter la généralisation de l'accessibilité. Pour moi, en France, il y a quelques expériences qui sont intéressantes et qui montrent aussi le côté novateur de l'accessibilité. Alors, dans le désordre, on pourrait parler par exemple des heures silencieuses dans certains hypermarchés. Donc à un moment où on trouve plus de calme, et je crois que tout à chacun même parfois aimerait bien entendre moins de sons et pouvoir circuler de manière plus sereine dans ces grandes surfaces. Mais c'est aussi alors la dimension humaine qui peut être intéressante. Alors je pense au label Handiplage qui prévoit parmi il y a 4 niveaux de label, et un de ces niveaux c'est qu'il existe des handiplagistes, c'est-à-dire des personnels formés pour pouvoir aider les personnes à se changer avant d'aller dans la mer pour se baigner. Donc, il y a aussi des innovations technologiques. Donc, on voit ici, là, des marches bien qui se transforment en élévateurs. Donc, voilà. Donc, quand on voit ces expériences, ces innovations, on dit que ce qui paraît impossible, bien, est possible. Parfois, il faut de la volonté, parfois des moyens financiers, mais aussi parfois des moyens humains.
Mais on voit bien que ces expériences, alors on a vu par exemple, pour un exemple étranger, des escalators qui se transforment en une plateforme pour permettre à une personne au fauteuil de monter au Japon. Donc voilà, donc toutes ces expériences doivent être partagées, valorisées et faire boule de neige. Là aussi, où l'accessibilité semblait être impossible il y a quelques années, aujourd'hui, on montre qu'elle peut être possible par des innovations humaines ou techniques. Je pense qu'on pourra, en parallèle de ce podcast, partager pour les personnes qui nous regardent des plateformes qui mettent à disposition en open data justement des documents, des bonnes pratiques. Je sais que ça s'est fait pour le numérique, qui est un projet européen. On a les quartiers d'accessibilité augmentée sur la ville de Paris, la façon dont la ville s'est organisée comme chef d'orchestre avec des quartiers pilotes d'expérimentation, impliquer des parties prenantes comme les commerçants, vous l'avez dit tout à l'heure, ou comment on améliore aussi l'accueil dans un bâtiment public. Voilà, je pense que ce sera aussi quelque chose qu'on pourra faire en marge de ce podcast, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Et puis, on pense encore trop souvent à l'accessibilité d'un point de vue technique, mais c'est aussi des processus, comment on pense gérer notre environnement aujourd'hui et demain, dans une démarche d'ailleurs de développement durable. Et vous avez parlé par rapport à la ville de Paris, des quartiers augmentés, mais je pense aussi des initiatives d'un certain nombre de villes qui essayent de penser l'accessibilité dans une approche globale et pas site par site. C'est la notion de chaîne de déplacement, mais aussi du vivre ensemble. C'est aussi la démarche d'expertise, d'expérience, comme ça a été le cas pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec des groupes qui ont testé et circulé sur les lieux des sites pour vérifier si on prenait bien en compte toutes les problématiques liées à l'accessibilité. Donc toute cette démarche de qualité d'usage doit être aussi développée parce que c'est par l'usage aussi que l'on fait évoluer notre environnement. Vous étiez plaidoyer donc, pour APF France Handicap, donc j'imagine que vous partagiez aussi peut-être l'expérience usagers-utilisateurs des adhérents de l'association. Est-ce que vous savez si d'autres associations justement contribuent de cette façon-là à permettre aussi d'objectiver la façon dont on va construire ces politiques publiques en direction des personnes en situation de handicap ? Oui, je dirais que alors ma recherche porte plutôt sur les politiques nationales, mais la mise en accessibilité, c'est sur le terrain que ça se développe avec à la fois les directions de l'État déconcentrées au niveau des départements, mais aussi les collectivités locales, les associations. Et donc, partout en France, et là j'en ai été témoin que lorsque j'étais en responsabilité à APF France Handicap, il y a des collectifs d'associations, il y a des commissions qui existent dans les villes qui permettent aux uns aux autres de pouvoir partager des expériences de circulation dans la ville, d'accès à des bâtiments. Mais je pense que dans une approche inclusive, si on reprend le terme, je pense qu'il faut aussi penser ces démarches-là en y associant l'ensemble de la population et pas que les personnes en situation de handicap. Donc comment ? Puisque récemment aussi, je lisais un article où là, c'était une famille qui exprimait des difficultés à se déplacer avec une poussette dans de multiples lieux et qui obligeait cette famille à moins sortir du fait de ces difficultés. Et donc, je pense que c'est aussi des processus de partage d'expériences. On parle d'expérience client, on peut parler d'expérience citoyenne. Et au-delà du handicap, pour pouvoir voir comment la population peut avoir des difficultés dans des espaces à pouvoir se déplacer ou utiliser. Je prends aussi un autre exemple qui est, on dit souvent, voir la vie aussi à hauteur d'enfant. Voilà, donc il n'y a pas que les personnes en situation de handicap, mais aussi un certain nombre d'enfants qui sont parfois gênés par l'aménagement des espaces qui ont été pensés pour des adultes.
On parle d'enfants. Est-ce que vous auriez eu comme ça en tête une innovation que vous rêveriez de voir généralisée dans la société? Pour les enfants, par exemple, alors c'est déjà le cas. Et pour les adultes, hein. Mais oui. Oui, mais pour des enfants, non, mais je pense Oui. aux enfants, ce sont les jeux dans les jardins publics. Et il y a des collectivités locales qui ont pensé à des jeux accessibles pour tous, ce qu'ils pensaient, on pensait, je dirais, pas forcément prioritaire il y a quelques années et impossible aussi. Aujourd'hui, c'est une réalité dans un certain nombre de lieux. Et j'ai pas un exemple précis de ce que je rêverais, mais c'est plutôt ce que je rêve, c'est plutôt une approche. Et je prends cet exemple en prenant un jour avec un ami un avion. Eh bien, très souvent, quand on prend l'avion, qu'on est en fauteuil roulant, eh bien, dès l'accueil à l'aéroport, on doit prendre un cheminement complètement distinct, séparé. On va prendre de longs cheminements à part, être tout seul pour accéder jusqu'à l'avion. Et cette fois-ci, avec cet ami, eh bien, j'ai été jusqu'au portique de sécurité avec lui. Donc, j'ai passé tous les stades avec lui. Et c'est seulement au portique où là, on m'a demandé de faire 1 mètre d'écart pour pouvoir continuer mon cheminement avec une procédure particulière. Ça, c'était normal. Mais aussitôt après le portique, je repartais avec lui. Et donc, j'avais le sentiment de vraiment faire un parcours comme tout le monde. Seulement à un moment, eh bien, j'étais mis de côté, mais là, ça pouvait se justifier. Mais voilà, et donc c'est ça que j'aimerais que ça se généralise pour tout à chacun, et qui ne sont pas forcément sur des investissements, que ça apporte, et des investissements financiers, mais c'est aussi dans les procédures. Donc très souvent aussi, les procédures, notamment de sécurité, sont là aussi pour empêcher parfois la mise en accessibilité de lieux ou de déplacements. Donc c'est tous ces éléments aussi dans le cadre de ma recherche que je vais essayer de rassembler pour voir, parce que aussi dans les rapports que j'ai pu lire récemment, régulièrement la question de sécurité apparaît aussi comme étant un frein au développement de l'accessibilité, ou parfois en contradiction avec les normes d'accessibilité. En juin 2025, donc en juin de cette année, l'acte européen d'accessibilité est entré officiellement en vigueur. Alors, il concerne tous les pays, États membres de l'Union européenne, pour harmoniser les règles de conception et d'accessibilité des produits et des services. Il y a quelques exceptions, évidemment. Cela dit, ça concerne quand même les produits d'usage courant, comme les ordinateurs, les smartphones, les équipements visuels, mais aussi des services comme ceux du e-commerce, de la téléphonie ou encore de distributeurs de billets. Donc je pense aussi aux billetteries de train. C'est quand même des services incontournables de la vie courante et qui concernent plus de 100 millions de personnes dans l'Union européenne. Oui, et donc en partant de cet exemple des normes européennes et de ce nouvel acte européen, je voudrais souligner deux points. Le premier point, c'est en termes de politique publique, où je disais tout à l'heure que l'accessibilité, ça se jouait sur le terrain, au plus près donc des collectivités locales, des commerces, des lieux publics, mais aussi on voit ces dernières années aussi le développement de politiques publiques à partir de l'Europe. Et donc aussi en perspective, c'est comment l'Europe et aussi l'ONU, à travers de la Convention internationale, c'est-à-dire c'est à niveau européen ou international, quelle influence peut se développer sur les politiques françaises en matière d'accessibilité. Donc là aussi, c'est un levier supplémentaire. Et puis le deuxième élément d'analyse par rapport à cet acte européen, c'est qu'on voit comment les nouvelles technologies peuvent devenir de nouveaux obstacles, puisqu'on a vu parfois des lieux publics, je pense par exemple à des théâtres, devenir accessibles physiquement, voilà, mais qu'il devient difficile de réserver parce qu'il faut appeler un numéro qui n'est pas toujours disponible. On ne peut pas réserver en ligne parce qu'on doit prendre une place dédiée, et donc ce sont de nouveaux freins. Et donc, comment toutes ces nouvelles technologies vont devenir accessibles pour que l'accessibilité
matérielle, on ne se retrouve pas à une inaccessibilité donc numérique, tout l'enjeu de cet acte européen. Et puis, ça concerne aussi un certain nombre de personnes ayant des déficiences visuelles qui étaient aussi très, très en difficulté par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Et donc, là, on voit se dessiner aussi des axes de développement de l'accessibilité dans de nouveaux domaines dans les prochaines années. J'évoquais la notion de conception universelle. Eh bien, c'est pas encore gagné que tous les nouveaux produits d'aujourd'hui, de demain, puissent prendre en compte la diversité des publics. Et donc, demain peuvent aussi émerger, apparaître de nouveaux obstacles qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui, puisque ça sera sur des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et quelle serait, selon vous, vous avez évoqué une action prioritaire qui pourrait accompagner la mise en vigueur de cet axe. Quelle autre action prioritaire sera engagée dès maintenant pour pas qu'on loupe le coche? Oui, alors peut-être je souligne sur l'acte européen, on voit aussi que un certain nombre de collectivités, d'organismes publics, d'organismes privés ont mis en avant cette question de l'accessibilité numérique, parce que en tapant accessibilité sur Google, comme on dit, eh bien, dans le cadre de ma recherche, eh bien, régulièrement, je suis tombé sur des pages pour expliquer comment ils allaient se mettre en ordre de marche pour répondre à cette obligation. Donc, après demain, sur des innovations, je pense que ce que je perçois, c'est qu'il faut s'appuyer sur le triptyque que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce triptyque ce triple levier qui est l'accompagnement, le contrôle et la sanction. C'est-à-dire ces trois approches pour développer l'accessibilité. Et puisque et les différents rapports, le public que j'ai lu le souligne, je dirais, on a tous les textes entre les mains. Donc on est plus sur des pratiques et puis il faut mobiliser et ces noyaux durs, l'ensemble des commerces, des cabinets aussi médicaux. Beaucoup de personnes en situation de handicap ont des difficultés d'accéder à des soins parce que les cabinets médicaux ne sont pas accessibles. Donc c'est vraiment, et j'insiste aussi sur cette notion d'accompagnement, j'ai eu quelques échanges avec des représentants de direction départementale des territoires dans les départements et qui soulignaient ce rôle d'accompagnement qu'ils pouvaient avoir pour mieux faire connaître la réglementation, mais aussi leurs obligations pour pouvoir avancer sur les questions d'accessibilité. Donc c'est vraiment cette action de terrain. Voyons aussi comment ce sujet va être pris en compte dans la prochaine élection présidentielle, mais aussi des élections municipales. Je vais être attentif dans le cadre de ma recherche à voir dans le cadre d'élections municipales comment on parle de ces questions d'accessibilité. N'oublions pas qu'il y a l'enjeu du vieillissement de la population et que là aussi apparaît régulièrement des études pour parler aussi de la mobilité des personnes âgées. J'ai un exemple, par exemple, d'un ancien animateur télé connu et qui avait vieilli et faisait part qu'il avait de plus en plus de difficultés à prendre le train, notamment quand il y avait des correspondances, parce que parfois il n'arrivait plus à faire les 5 ou 10 minutes à pied dans le temps qu'il fallait pour prendre un autre train. Et donc, le lieu devenait pour lui inaccessible. Donc, c'était intéressant de voir le témoignage d'une personne dite valide et qui avait de plus en plus de difficultés à se déplacer. Donc, c'est tous ces éléments-là que plutôt un point précis sur le développement de l'accessibilité de demain. Merci Patrice. Et je voudrais rebondir sur les actions peut-être d'accompagnement que pourrait faire l'État. Je pense notamment aux commandes publiques où de plus en plus aujourd'hui on demande d'intégrer aux mémoires techniques tout un volet sur l'accessibilité de la mise en œuvre de la prestation. Est-ce que c'est des éléments qu'on pourrait voir se généraliser? Est-ce que vous pensez à d'autres actions comme celle-ci et qui participent aussi à la conception universelle
d'un produit ou d'un service. Oui, alors donc ça existe d'ailleurs pour accéder à un certain nombre de marchés publics. C'est maintenant une obligation de proposer une accessibilité. Mais là le point dur, c'est la mise en accessibilité des établissements recevant du public de proximité, commerce, cabinets libéraux qui sont pas liés au marché public. Et donc c'est eux qu'il faut convaincre. Alors, il y avait cette incitation financière qui n'a pas marché. Donc, est-ce que, je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être la notion de contrôle, de leur rappeler la réglementation. Et puis, il y a une double dimension qui est de communication et de pilotage politique. C'est de dire aussi qu'est-ce que ça veut dire aussi si leur lieu est inaccessible. Qu'est-ce que ça empêche et quels sont aussi les différents publics qui peuvent être concernés par ça. Donc c'est un enjeu aussi de portage politique, de communication. Je reprends l'exemple du fonds territorial d'accessibilité, le financement de l'État. C'est qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'il a manqué de communication, alors qu'il y a une dépense d'1,5 milliard qui est engagée. Il y a eu très peu de communication. Donc sur un tel fonds. Donc voilà, donc l'enjeu de la communication n'est pas suffisamment forte. Et puis, c'est une mobilisation que les pouvoirs publics, à niveau local ou à niveau national, doivent développer. La ville de Grenoble a, par exemple, un label et un concours sur le commerce accessible. Donc voilà, donc il y a des initiatives comme ça qui peuvent être prises. Je pense que dans cette approche, même si on est dans une approche parfois internationale ou de européanisation des politiques publiques, l'enjeu aussi de l'accessibilité, c'est demain sur le terrain, dans les territoires. On parle aussi dans le domaine du tourisme, de destination pour tous. C'est une sorte de label qui conçoit l'accessibilité, mais dans sa globalité. J'entendais aussi récemment, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, comment on peut développer sur les territoires de montagne, ruraux, les questions d'accessibilité, qui n'est pas le même enjeu que lors des Jeux de Paris. Donc voilà, donc c'est aussi des leviers pour pouvoir penser les territoires demain qui seront de plus en plus vieillissants, avec de plus en plus de publics en difficulté de mobilité et des territoires aussi où il y aura moins de cabinets médicaux, moins de commerce et comment on pense ces territoires pour tout le monde puisque tout à chacun est important dans ces territoires. Pour illustrer ces bonnes pratiques d'accessibilité, est-ce que vous pouvez justement nous raconter un parcours qui se passe bien d'un point A à un point B dans un ERP? Je vais prendre, même s'il est exceptionnel, mais parce qu'il était de qualité, c'était les Jeux Olympiques et Paralympiques, et d'accéder à des compétitions. Parce qu'a priori, il pouvait y avoir, et c'est une expérience personnelle aussi que j'évoque, mais un certain nombre de freins. Je me déplace en voiture, comment je vais en voiture sur le site, où je vais pouvoir stationner mon véhicule, alors qu'on invite plutôt tout le monde à venir à pied ou en transport en commun. Comment je vais circuler dans un lieu où il y a beaucoup de monde et beaucoup de personnes en situation de handicap ont des difficultés de se déplacer dans la foule. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est en fait une accessibilité pensée pour tout le monde, et y compris pour des personnes ayant des difficultés de déplacement. Et donc, on voyait donc une bienveillance dans le parcours, c'est-à-dire que partout où on pouvait se déplacer, il était prévu des publics qui avaient des particularités. Donc, vous êtes informé avant ? On pouvait être informé avant par des plans qui existaient, où c'était bien indiqué, par la billetterie qui permettait d'accéder donc à la billetterie comme tout le monde, sans particularité. Il suffisait de cocher « je me déplace en fauteuil roulant » pour avoir le billet que je souhaitais, d'avoir la place que je souhaitais, donc d'avoir le choix et pas être obligé d'être forcément parqué dans un endroit. Et puis, une fois sur place, la bienveillance est aussi par cette présence humaine qui pouvait aider à n'importe quel moment
telle ou telle personne. J'ai vu par exemple des personnes âgées au Stade de France être soutenues par des volontaires qui les aidaient à descendre les quelques marches. Voilà, donc... c'était naturel, c'est-à-dire c'est le côté un peu naturel, normal. Ça veut dire que c'était pensé, puisque parfois, très souvent, cette présence humaine, elle n'est pas disponible parce qu'elle est mobilisée par plein d'autres choses et n'est pas disponible. Là, il y avait des grands noms. Et j'ai vu que cette accessibilité-là, elle était bénéfique pour tout le monde, puisque, en fait, quelle que soit sa particularité, il y avait des gens qui venaient de province, qui avaient du mal à se déplacer dans Paris, des personnes étrangères d'autres pays et qui avaient aussi des difficultés. Et c'était les mêmes présences humaines qui étaient là pour tous. Et donc, c'est cette expérience d'accessibilité qui m'a pointé aussi cette notion de bienveillance, c'est-à-dire au-delà des dimensions physiques, c'est cette dimension humaine qui est essentielle, qui peut m'apporter donc des ressources pour me déplacer à n'importe quel moment de mon parcours. Très bien. Merci, Patrice. Peut-être pour terminer cette première émission de CLAP, est-ce que vous avez des messages clés à partager, alors à la fois au grand public qui nous rejoint et qui découvre un peu aussi toutes les notions un peu essentielles autour de l'accessibilité et de l'inclusion, et à la fois peut-être des messages en direction des professionnels du secteur qui nous écoutent. Pourquoi pas, par exemple, pour aller plus loin sur les notions d'accessibilité auprès d'employeurs qui n'ont pas encore entamé cette démarche-là et qui pourraient avoir les nombreuses craintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Penser en termes d'inaccessibilité, ça veut dire j'empêche une personne de se déplacer, d'utiliser des services, de participer, de sortir, d'avoir une vie ordinaire autant qu'on peut l'avoir quand on a certaines difficultés ou un état de santé fragile, mais d'être aussi être reconnu. La deuxième notion, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas des normes, ou ce n'est pas que des normes, ce n'est pas que une réglementation. D'ailleurs, dans certains pays, ils ont plutôt développé cette approche, au-delà de textes réglementaires, plutôt par des référentiels, c'est-à-dire ce à quoi je dois essayer de répondre avec une démarche de qualité d'usage. Et là, c'est peut-être un message en direction des professionnels, c'est-à-dire que ne pas lire que des normes, ne pas lire que des réglementations, mais quel est le sens de ces normes. Donc voilà, plutôt les penser comme des référentiels et les suivre dans la pleine participation des collaborateurs. Voilà, et de participation de chacun et avec une approche de qualité d'usage. Et puis aussi se dire que l'accessibilité, c'est de respecter les droits humains, puisque l'inaccessibilité, c'est d'empêcher une personne de circuler, se déplacer, d'être à égalité avec les autres. Et donc, c'est bien l'enjeu de droits humains, de lutte contre les discriminations. Et c'est à ce niveau-là. Et là, c'est peut-être la démarche de plaidoyer que je vais utiliser, mais c'est de dire que ne pas respecter les droits humains, c'est de la discrimination à l'égard d'une population, et que ça, ce n'est pas acceptable. Donc, comment on évolue pour prendre en compte toutes ces dimensions de l'accessibilité. Je sais que c'est un sujet complexe, que l'accessibilité généralisée, une orientation, un projet de société. Certains chercheurs, et à juste titre, pointent que cette accessibilité universelle, généralisée, n'aboutira peut-être jamais, mais c'est surtout se donner cette orientation là, pour que demain, on soit dans une société de vivre ensemble et de non-discrimination et une société inclusive. Et c'est quoi, selon vous, la prochaine vision, puisqu'on parlait de citizen share, de citoyenneté partagée après l'accessibilité. Quelle est, selon vous, la prochaine vision et du coup, la prochaine approche de mobilisation, encore une fois, des acteurs de la société pour améliorer les choses? Je pense que c'est au travers de l'approche de la conception universelle. Depuis 20 ans, a été développée par le Conseil de l'Europe, par l'ONU. Et donc cette approche que certaines grandes entreprises s'approprient aussi pour des produits pour tout le monde, mais pensent les produits pour tout le monde, conçus pour tout le monde,
sans qu'il y ait une stigmatisation sur le handicap. Ces produits, parce que plus ils sont pensés pour tout le monde, et plus, en fait, la question d'inaccessibilité ou d'accessibilité devient invisible parce que l'espace, les produits sont pensés par tout le monde. Je prends un exemple qui me plaît bien, c'est le Photomaton. Hein, tous ceux qu'on connaît bien, cette marque de cabine pour prendre des photos, Photomaton. Eh bien, Photomaton a travaillé sur des cabines où on pouvait enlever le siège et qu'une personne en fauteuil pouvait se mettre en photo sans être gênée par le siège, avec un système simple, qu'on le voit, mais que encore beaucoup de cabines ne sont pas accessibles. Et donc, c'est de penser ces espaces pour tous. Et c'est un moyen de prendre en considération, en fait, toutes les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer de manière permanente ou temporaire, et donc qu'on leur reconnaisse une véritable place et un rôle dans la société. Patrice, on a eu récemment des annonces qui ont provoqué des cris quand même de désespoir, notamment sur le remboursement des fauteuils roulants et d'autres mesures qui nous permettent de lire peut-être un recul des forces, des pouvoirs publics concernant les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce paysage ? Alors, pour lire les politiques publiques aujourd'hui, je dirais que le risque, c'est que rien ne se passe, rien n'évolue. Et donc, quand les choses n'évoluent pas, c'est qu'elles ont tendance à reculer. On voit sur la question de la scolarité une tension sur un certain nombre d'enseignants qui expriment des difficultés de manque de ressources pour pouvoir accueillir des élèves en situation de handicap. C'est un message, y compris porté par certains syndicats. Donc donc il commence à y avoir des discours anti-société inclusive en disant que cette inclusivité, comme vous le parliez tout à l'heure, ne serait peut-être pas possible par tout le monde. Donc c'est ça que les associations, notamment, sont amenées à dénoncer. Alors, il peut y avoir parfois non pas des reculs, puisque pour la prise en charge des fauteuils roulants, c'est là une avancée majeure, puisqu'ils seront remboursés intégralement. Mais c'est le fruit d'un combat de 20 ans d'action associative pour avoir accédé à ce droit-là. Donc, on voit bien que même quand il y a un environnement où éventuellement rien ne pourrait se passer, où on pourrait reculer, eh bien, l'exemple de la réforme pour les fauteuils roulants peut permettre de dire qu'on peut avancer, comme il y a eu le cas de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé il y a 2 ans. Il y a eu des reculs, comme la loi Elan sur la question des logements. Donc c'est le rôle, je dirais, et c'est pointé d'ailleurs par des rapports publics de vigilance des associations, ou aussi par des parlementaires qui soulignent régulièrement la vigilance des associations et des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Une évolution aussi ces dernières années, c'est par l'utilisation des réseaux sociaux, où on voit aussi beaucoup de personnes en situation de handicap elles-mêmes s'exprimer sur leurs difficultés, dénoncer. Et là, il y a le poids de l'image. Donc voilà, il y a cet équilibre à trouver. Il va y avoir une conférence nationale du handicap en 2026, qui va être de nouvelles orientations, mais on sait aussi qu'on est à la veille d'une élection présidentielle. Comment vont se jouer donc les élections municipales? Là, il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui travaillent aussi sur la place des personnes en situation de handicap dans les listes électorales. Mais on peut regretter, par exemple, qu'il vient d'être publiée une loi sur le statut de l'élu local, mais qui ne prend pas en compte la particularité des personnes en situation de handicap qui pourraient parfois avoir besoin d'aide financière pour pouvoir mener à bien leur mandat d'élus locaux. Donc voilà, il y a, je dirais, des plus, des moins, et donc il faut maintenir, et je pense que certain nombre de politiques qui sont tout à fait attentifs aux politiques en direction des personnes en situation de handicap, de pouvoir porter un discours positif et pour avancer,
mais on est dans un contexte à la fois budgétaire, un contexte international, qui fait que le handicap peut parfois ne plus être une priorité, et lorsqu'on n'est plus une priorité, ça veut dire que on ne s'en préoccupe plus et il n'y a plus les moyens pour pouvoir avancer. Donc, il reste de nombreux chantiers. Comme pour la recherche, et l'expérience sur le plaidoyer m'amène aussi à faire le parallèle, c'est qu'on est sur du temps long qui se distingue des temps courts, parce que au quotidien, c'est les personnes qui vivent les difficultés. Mais avec le recul d'une démarche de plaidoyer telle que je l'ai eue ou celle de la recherche, il faut aussi penser sur du temps moyen terme pour pouvoir avoir quelques espoirs. Et pour terminer cette émission, est-ce que vous avez un appel à l'action à proposer? Oui, l'appel, alors j'évoquais que aujourd'hui, beaucoup d'établissements recevant du public sont plutôt des ERP de proximité, des commerces, des cabinets médicaux. Eh bien, l'appel, c'est que tout à chacun a dans son entourage un commerçant, un médecin, un professionnel libéral, pouvoir faire passer le message de l'importance des questions d'accessibilité et d'améliorer, surtout quand c'est possible, surtout quand il y a peu de travaux. Donc voilà, pouvoir en parler, le souligner, l'interroger, parfois aussi l'orienter, parce qu'un certain nombre aussi de ces commerçants et des professions libérales ne savent pas toujours trouver les réponses techniques. Voilà, mais c'est cette démarche citoyenne, l'accessibilité, ça concerne tout le monde. Merci Patrice, et c'est le début d'année, donc c'est le moment des bonnes résolutions. Donc on compte sur vous pour propager ces bonnes pratiques. Merci d'avoir été avec nous, Patrice. Et on retrouvera les références des ouvrages et des travaux qui vous ont inspiré en note de cette vidéo. Merci.